Bonjour madame, écoutez, nous sommes vraiment Bonjour. ravis de vous accueillir et puis les étudiants sont vraiment très très heureux de pouvoir vous rencontrer. Alors ils ont préparé leurs questions depuis un certain temps maintenant, effectivement, et puis ils vont pouvoir vous les poser donc à tour de rôle. Donc là, la première question va porter sur l'autoconservation ovocytaire. Il va vous être posé par mademoiselle Passage. Allez-y. Très bien. Bonjour Madame Romero-Diaz. Bonjour. Je m'appelle Cynthia Passage. Et déjà, je voulais quand même commencer par. Ah oui. Je voulais quand même commencer par vous remercier au nom du tout le master de droit de la santé et des biotechnologies d'Evry. Vous remercier pour nous parrainer au sein de la clinique juridique ONS, Little Santé, qui est dirigée par Madame Alriskienne. Et parce qu'on en est très honorés. Et du coup, on est aussi très content de vous voir enfin, même si c'est qu'une visioconférence, de vous voir enfin. Du coup, pour commencer, donc, ma première question, ça va être concernant la loi de bioéthique, puisqu'aujourd'hui, la loi de bioéthique autorise les personnes transsexuelles à procéder à une autoconservation ovocytaire. Mais c'est vrai qu'une femme qui aurait procédé à cette autoconservation, eh bien, avant de devenir un homme, eh bien, on peut se demander si elle pourrait en profiter ultérieurement. Oui, alors déjà, en effet, bonjour à tous et je suis aussi très ravie d'être avec vous, même si c'est pas encore en présentiel, mais ça viendra. En tout cas, vraiment, je suis contente déjà que votre clinique existe. C'est quelque chose d'assez innovant et je pense que ça portera ses fruits dans quelques années quand vous sortirez tous avec vos diplômes et une capacité de réflexion qui, je pense, fera du bien dans les sujets éthiques des années à venir, parce que ça évolue toujours. Et donc, on a besoin de personnes comme vous qui sont formées à la réflexion et à la fois juridique et à la fois éthique pour les chantiers de demain. Et il y en a de nombreux. Donc, voilà, je suis très fière de parrainer cette clinique pour préparer l'avenir, parce qu'aujourd'hui, les débats, vous avez pu les suivre peut-être, ne sont toujours pas faciles parce qu'on a toujours énormément de morale qui vient s'introduire dans nos débats juridiques et éthiques. Et c'est pas toujours simple d'avoir des débats de bon niveau. Donc plus les gens seront formés, mieux ce sera. Donc je suis très contente d'y participer. Ma faible et modeste contribution, mais je suis contente. Et pour votre question, qui est une question en effet importante, on a eu ce débat. Alors, on avait des députés qui souhaitaient qu'on aille plus loin et qu'on puisse permettre, en effet, aux femmes devenues hommes de pouvoir utiliser leurs gamètes autoconservés. Et en fait, y compris dans la majorité, hein, c'était vraiment pas une question de clan politique. Là, pour le coup, il y avait un partage de sur le sujet, quels que soient les groupes, et notre groupe était partagé également. Et en fait, on a décidé de ne pas aller loin, enfin de ne pas aller plus loin sur ce sujet-là. On a voulu à la fois ouvrir un certain nombre de droits et à la fois ne pas changer. C'est aussi une des questions, parce que la bioéthique, il faut le regarder sur plusieurs angles. Il peut y avoir un angle discrimination qu'il faut toujours avoir en tête. Est-ce qu'on aller toujours plus vers l'égalité? Mais il faut aussi regarder d'autres angles, donc l'angle biologique parfois, l'angle
médical, l'angle, voilà, il y a beaucoup de sujets à regarder. Et en l'occurrence, sur ce sujet-là, si on allait autoriser cette pratique, certes, sur le champ des discriminations, on arrivait à monter d'un cran et à pouvoir aller vers plus d'égalité. Mais ça posait un souci qui faisait qu'en réalité, on changeait un élément fondamental qui est que un homme, en tout cas aujourd'hui, ne peut pas accoucher. Et par le fait de l'ouverture de ce nouveau droit, nous aurions changé ça. C'est-à-dire que dans notre société, les hommes auraient pu accoucher, puisque certes, il y a une transcription à l'état civil, mais on considère que ce n'est pas simplement une transcription à l'état civil, d'un changement de sexe à l'état civil. On considère la personne tout entière comme un homme, une fois le changement effectué. Et donc, c'est bien un homme qui aurait touché de cette nouvelle pratique, et on a souhaité ne pas aller, enfin en tout cas le débat, en tout cas la majorité, la grande majorité, il faut quand même le dire que c'était assez minoritaire les personnes qui souhaitaient l'ouvrir, on souhaitait ne pas modifier cet état de notre société. D'accord. Merci beaucoup, Madame la députée. Merci beaucoup, Madame Romero-Dias. Alors maintenant, deux questions portant sur le transfert d'embryons post-mortem qui va vous être posée par Mademoiselle Defayet. Bonjour Madame. Bonjour. Donc j'avais l'ensemble de la clinique a soulevé deux questions quant à transfert d'embryons post-mortem. Donc actuellement, les femmes dont le mari ou le compagnon est décédé ne peuvent pas accéder à cette assistance médicale à la procréation. Cependant, on a pu voir avec la loi de bioéthique qu'il y avait des entretiens qui avaient été mis en place pour pouvoir choisir les candidats et notamment qu'on puisse réserver cette AMP à des candidats qui sont dits éligibles. Donc notre question, c'était de savoir est-ce que c'était possible de mettre en place le même processus, ces femmes qui avaient perdu leur compagnon, pour qu'elles puissent maintenir donc ce projet parental qui avait été voulu par les deux, vraiment par deux personnes, notamment aussi suite à cette loi de bioéthique, on a une ouverture de l'AMP aux femmes qui sont dites seules. Donc pour nous, c'était vraiment une double pénitence pour la femme qui avait perdu son mari, qui avait un véritable projet parental derrière et qui ne pouvait plus y accéder simplement du fait du décès de son compagnon. On voulait voilà, vraiment pouvoir voir si c'était possible d'envisager des entretiens psychologiques pour pouvoir lui permettre d'accéder à cette AMP. Qu'on vienne plus à un encadrement plutôt qu'à une interdiction de cette pratique. Alors, c'est tout à fait possible. Je me suis battue, j'ai tout essayé. Alors, sur cette disposition, moi, je suis pas en accord avec ce qui a été voté. Et donc, j'étais pour l'ouverture de la PMA post-mortem. Et j'étais pour, comme vous l'avez dit, un encadrement qui est tout à fait possible en droit. Et qui, à mon avis, est plus cohérent en droit. Puisque à partir du moment où en effet, ce qui n'était pas le cas avant, mais à partir du moment où on a ouvert la PMA, notamment aux femmes seules, de maintenir l'interdiction de la PMA post-mortem me pose un souci. Je vous explique pourquoi. Parce que en réalité, ça veut dire que une femme dont le mari est décédé et par nature donc devient juridiquement une femme seule. Et pour le coup, on lui interdit d'utiliser ses propres embryons, donc on la contraint soit à la destruction, soit à les donner à un autre couple ou peut-être à une autre femme seule d'ailleurs maintenant. Et par contre, elle peut très bien entamer juste derrière un parcours de PMA en tant que femme seule, mais avec des embryons qui ne seraient pas les siens, enfin pas en tout cas ceux qu'elle a produits. Donc ça me pose déjà là un sujet, et donc c'était une des raisons pour lesquelles moi je voulais l'ouverture de cette PMA post-mortem. Le deuxième sujet sur lequel, alors j'ai pas du tout été entendue là-dessus, mais ça me pose un problème d'égalité en fait entre les deux membres du couple
puisque l'embryon, il est fait à la fois de gamètes hommes et donc de gamètes femmes. Et là, en l'occurrence, donc cet embryon, il a une partie du matériel génétique de cette femme, donc il est une partie de sa propriété corporelle. Et en réalité, elle n'a aucun. À partir du moment où son mari décède, on fait comme si, en fait, il n'y avait pas la moitié qui lui appartenait, entre guillemets. C'est-à-dire que on fait comme si la simple extinction de son mari suffisait à éteindre ses propres droits de propriété sur l'embryon. Et donc ça me gêne aussi. Et j'ai pas été entendue sur le sujet. L'encadrement, on a tout essayé pour le proposer via des amendements. On a proposé, en effet, comme vous le disiez, l'encadrement par un entretien préalable pour s'assurer des dispositions psychologiques dans lesquelles se trouve la femme et s'assurer qu'elle ne subit pas. C'était une des craintes de mes collègues, qu'elle ne subit pas de pression extérieure de la part de la belle famille qui voudrait poursuivre on va dire l'idée que de la descendance de leur fils, etc., etc., et qu'elle se sentirait un peu contrainte et forcée d'aller jusqu'au bout pour enfin, voilà, un peu considérer la femme comme une petite chose fragile qui, en période de deuil, ne saurait plus réfléchir. Donc, on avait proposé cet entretien. On avait également proposé un encadrement dans un délai, c'est-à-dire à la fois que ça ne soit pas une décision immédiate, qu'il y ait nécessairement un temps de réflexion et en même temps que ça ne puisse pas se faire 3 ans après, parce que là, ça soulève d'autres problèmes éthiques. Mais rien n'y a fait. Il y a vraiment un barrage. Il y a 2 barrages. Il y a celui, en effet, de la conception que la femme pourrait subir des pressions et ne serait pas forcément à même de discuter. Puis il y a un autre barrage, mais alors j'arrive pas c'est pas juridique, mais là on tombe dessus comme un mur de pierre. Qui est le fait que les députés ont l'impression qu'on a un enfant qui naît d'une personne morte et ça les perturbe. Donc là, je vous ai dit, on est plus dans une conception morale que dans une conception juridique. D'accord. Je vous remercie. Merci Madame Amaudias. Effectivement, c'est vraiment un point très très intéressant, qui m'intéresse tout particulièrement dans cette loi de bioéthique. Alors, pour poursuivre effectivement toujours sur notre loi de bioéthique, il y a également des questions concernant l'assistance médicale à la procréation pour les femmes non mariées et les couples de femmes. Et donc, c'est Mademoiselle Morada qui va aborder ces questions. Bonjour Madame la députée. Bonjour. Alors concernant l'assistance médicale à la procréation, la promotion se posait des questions. On peut constater qu'il existe des médecins réticents à l'extension de l'AMP aux femmes non mariées et aux couples de femmes, qui peuvent notamment refuser cette pratique lors de l'entretien préalable en s'appuyant notamment sur un défaut de motivation. Et on se demandait s'il ne serait pas pertinent, voire envisageable, de créer une autorité de contrôle, un recours en cas de refus ou éventuellement une clause de conscience pour que les praticiens refusant d'effectuer l'AMP puissent renvoyer la femme ou le couple de femmes vers un autre centre. Bonne question. Alors, moi, je suis défavorable à l'idée d'une clause de conscience, justement parce que sur ce sujet de l'AMP, je considère que le médecin n'a pas d'appréciation en conscience à faire. En l'occurrence, l'AMP est autorisée. Vraiment, ce qu'on a autorisé, la clause de conscience qui est prévue, par exemple, pour l'IVG, elle est très particulière. Elle est liée vraiment au fait que le médecin est là pour protéger, donner la vie, etc. Et que donc l'acte médical qui consiste à donner la mort est donc très très particulier
et justifie cette clause de conscience à la fois pour le protéger lui et à la fois pour protéger les femmes qui ont besoin, en effet, vous l'avez dit, la clause de conscience induit une réorientation de la patiente vers un autre praticien et donc c'est une forme de protection. Pour l'AMP, en l'occurrence, on n'autorise pas le médecin à avoir une appréciation en conscience de l'acte à faire. Par ailleurs, l'AMP, il est pratiqué dans des centres de PMA. Donc, déjà, il n'y a pas les médecins qui sont réticents à la PMA ou autres ne travaillent pas dans ces centres, en général. Donc là, ça voudrait dire que sa clause de conscience, elle ne s'exercerait pas en regard de l'acte de PMA, puisque s'il travaille dans un centre de PMA, il n'a pas de problème avec l'acte médical en lui-même, mais se regarderait uniquement en fonction de la composition familiale de la femme qui vient. Donc là, pour le coup, c'est-à-dire qu'il porterait une appréciation sur est-ce que c'est bien d'être un couple homosexuel ou une femme célibataire. Et là, pour le coup, c'est pas un sujet sur lequel on veut autoriser les médecins à porter une appréciation. Donc pour moi, la clause de conscience, elle n'est pas bonne dans ce cas-là. Par contre, sur le fait qu'il n'y ait pas de motivation obligatoire, etc., ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de justification. Là, il y a bien une évaluation médicale, et donc dans le médical, il y a le psychologique, etc. Mais c'est une appréciation pluridisciplinaire, donc c'est une forme de protection des personnes, c'est-à-dire que ce n'est pas un médecin qui décide, mais bien une équipe. Le fait qu'il n'y ait pas de motivation protège parfois les personnes. Parce que on peut conclure, j'ai eu les cas dans des médecins qui m'ont expliqué qu'ils ont des personnes qui médicalement ne présentent aucun problème en tant que tel, mais qui par exemple vivent dans la rue, n'ont pas de domicile, ont rencontré une personne il y a 2 mois et puis décident de faire un bébé parce que dans leur configuration psychologique, c'est peut-être ce qu'elles se sentent avoir besoin. Mais pour le coup, là, il y a un risque. En effet, on peut pas faire naître un bébé dans la rue comme ça. Enfin, il y a des et refuser à la personne en motivant, en expliquant, etc. Ça peut être parfois très blessant. Donc il y a une appréciation. Les médecins disent, enfin, ils sont pas simplement en train de dire je vous dis non et la plupart du temps en fait, en réalité, ils disent rarement non parce que ce qu'ils font avec cette analyse pluridisciplinaire, c'est qu'ils ont des discussions avec le couple ou la personne qui vient faire la demande pour les amener à renoncer en fait. Et c'est en discutant et en leur exposant, mais tout doucement, les difficultés auxquelles elles pourraient être confrontées ou les problèmes et les risques qu'elles encourent, que les personnes, dans la plupart des cas, se rendent compte et renoncent elles-mêmes. Par contre, si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas d'accord avec la décision, alors il y a 2 choses. Si elles estiment qu'il y a une discrimination, que il y a quelque chose d'anormal, il y a quand même l'agence de la biomédecine qui est là et qui peut et qui prend d'ailleurs actuellement les remontées qui viennent de personnes et lancer, diligenter une enquête sur un centre. Si on s'aperçoit qu'il y a plusieurs personnes qui nous disent ce centre-là, il me refuse, enfin, si à un moment donné on voit qu'il n'y a que des femmes refusées, femmes seules ou femmes en couple, ça va alerter l'agence de biomédecine. L'autre chose, c'est que on peut très bien aller dans un autre centre d'AMP. Si on est refusé dans un et aller dans un second centre, ce qui me permet d'être une protection également, pour avoir un deuxième avis sur la situation. Donc voilà. Après, une autorité, entre guillemets, administrative qui viendrait, on pourrait. Alors, il faudrait quand même qu'il y ait des médecins
dans cette autorité. Donc ça serait assez compliqué. Donc c'est pour ça que j'aime plutôt bien l'idée, même si c'est pas forcément au cas par cas, mais de l'agence de biomédecine qui mêle à la fois en effet des juristes, mais aussi des médecins. Parce que là, l'appréciation médicale, c'est difficile en droit de la contester. Moi, si quelqu'un me dit psychologiquement la personne n'est pas apte à accueillir un enfant, j'avoue que bah, en tant que juriste, je ne sais pas le, je ne sais pas le contester. D'accord, bah, je vous Bon, bah, je sais remercie. pas si ma question est satisfaisante. Oui, oui. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Merci. Alors, nous allons poursuivre. Justement, on parlait d'interruption volontaire de grossesse. Là, nous allons être sur l'interruption médicale de grossesse avec ces nouveautés. Et donc, c'est mademoiselle Renard qui va poser ces questions. Allez-y, mademoiselle. Bonjour. Oui, donc du coup, Bonjour. ma question, elle porte sur l'interruption médicale de grossesse. Donc, on sait que pour une interruption médicale, une interruption médicale de grossesse, par principe, il n'y a pas de restriction dans les délais. Et donc, du coup, on se demandait pourquoi, concernant les grossesses multiples, lorsqu'il y a une interruption médicale de grossesse, la loi prévoit une restriction du délai à 12 semaines. Euh, donc, on se demandait s'il y avait un fondement particulier à cette restriction. Alors oui, il y en a un. J'ai bien vu que c'était contesté hein, dans le monde juridique. Il y a un débat là actuellement sur cette disposition. J'ai lu un peu donc ce que dit notamment le Dalloz enfin, sur le sujet. Bon, c'est vrai que ça me questionne. Donc je ne vais pas avoir une position forcément définitive sur le sujet. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi on a mis ça en place. En fait, l'idée, c'était de dire que la réduction, parce que là, en l'occurrence, on ne parle pas de n'importe quelle IMG, on parle de réduction embryonnaire, présente un risque, pour le coup, médical. C'est pas comme un IVG ou un IMG total. La réduction embryonnaire peut en fait faire perdre les autres embryons par l'acte en lui-même sans le vouloir. Quand on en enlève un, bah, parfois, malheureusement, l'acte étant invasif, peut arriver que d'autres embryons, de manière involontaire, soient, soient morts. Donc, c'est pas anodin. Et donc, on a souhaité en effet, au début de la grossesse, lorsque il y a deux cas. Lorsque l'interruption est liée à une pathologie détectée chez l'embryon, où l'embryon, on sait, n'est pas viable ou atteint d'une maladie particulièrement grave, là, quel que soit le délai, on peut interrompre médicalement la grossesse, que ce soit avant ou après les 12 semaines. Par contre, en fait, quand il s'agit d'une réduction embryonnaire pour lequel on estime qu'il n'y a pas de problème avec l'embryon lui-même. Ils peuvent être tous très viables, sans pathologie, mais le simple fait d'être trop nombreux, en fait, fait courir un risque à la grossesse, donc on décide d'en éliminer un certain nombre, soit parce que les parents psychologiquement ne se sentent pas assez forts pour accueillir une fratrie aussi nombreuse, soit parce que ça peut faire courir un risque à la mère médicalement, soit parce que, en effet, le fait d'avoir 4 bébés à l'intérieur d'une grossesse peut faire, à la fin, faire capoter toute la grossesse. Donc, on décide d'en éliminer un ou deux. Et donc, c'est compliqué à faire puisque, en fait, là, vous sélectionnez des embryons sans forcément avoir un avis médical sur l'embryon. C'est-à-dire que quand vous en avez 4 et qu'il faut en éliminer un, lequel vous choisissez? Pour les parents, déjà, psychologiquement, c'est très dur. Il y a un sentiment de culpabilité qui est énorme, puisque en fait, ils vont supprimer un embryon et donc un enfant potentiel
et ils vont devoir le choisir sans qu'il y ait aucune raison médicale. Donc c'est très très difficile. Donc ce qu'on souhaite déjà premièrement pour eux, c'est qu'en effet ça soit fait le plus tôt possible. Parce que plus c'est tard, plus l'embryon s'est développé dans le ventre de la mère, etc., plus ce sentiment devient insupportable. Et l'autre raison, c'est que plus on attend, plus les risques de se développer avec 4 embryons qui deviennent plus gros, etc., sont importants pour les autres fœtus. Donc il faut aussi le faire plus tôt. C'est les raisons qui nous ont amenés à décider pour ce choix-là que la réduction embryonnaire soit à 12 semaines. Mais j'entends bien ce que dit le Dalloz sur le fait que ce serait un recul par rapport aux droits des femmes. Je pense qu'il faut qu'on le mesure davantage. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre, puisque par contre, à partir du moment où un des embryons, en effet, présente soit une non-viabilité, soit une pathologie particulièrement grave, ce délai n'existe pas. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit un recul, mais j'entends bien que c'était un délai qui n'était pas là avant. Donc ça fait parler, en tout cas en droit. Et j'avoue que ça me fait réfléchir aussi, donc je n'aurai pas d'avis définitif. Peut-être qu'il faudra revenir dessus, mais ça concerne très très peu de cas. Faut savoir quand même que la réduction embryonnaire concerne aujourd'hui en France, on estime, parce que c'est pas facilement mesurable, et on estime à peu près à 200 cas par an, donc c'est pas énorme. Donc voilà, ça a été construit avec les médecins, ce délai, avec les associations aussi n'ont pas soulevé de difficultés particulières. Mais après coup, je pense que c'est venu après dans la réflexion des juristes, on a cette question qui est soulevée, auquel il faudra continuer à plancher, à travailler en attendant la prochaine loi de bioéthique pour être bien sûr de maintenir cette disposition. D'accord. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, nous allons poursuivre avec la délicate question des enfants intersexués et les modifications justement apportées par la loi de bioéthique. Donc, ces questions vont vous être posées par mademoiselle Amélie. Bonjour madame, du coup je voulais vous poser une question relative au délai d'inscription de la mention du sexe à l'état civil pour les enfants intersexués. Donc il y avait une circulaire du 28 octobre 2011 qui prévoyait que le procureur de la République puisse accepter que ne soit pas fait mention du sexe de l'enfant dans son acte de naissance dans un délai de 2 ans. Mais aujourd'hui, la loi de bioéthique a réduit ce délai à 3 mois et on se demandait s'il ne s'agissait pas d'un recul. Alors, en fait, c'est pas un recul. Premièrement, parce que la circulaire, elle n'avait jamais été appliquée, quasiment. Et deuxièmement, parce qu'en droit, pour le coup, elle venait contredire une disposition légale. Je crois que c'est l'article 55 ou 57 ou je sais plus c'est où, 47 du Code civil. Et donc, en fait, c'était aussi une des raisons pour lesquelles elle n'était pas appliquée. Beaucoup considéraient que du coup, une circulaire ne pouvait pas venir contredire la loi et que si ça devait changer, ça devait être changé dans la loi et non pas dans une circulaire. Donc, on a eu le débat sur la question de l'inscription à l'acte d'état civil. Il faut savoir que, par ailleurs, ce qui était prévu sur les 2 ans était en fait quand même assez compliqué et les associations de protection des enfants dits intersexes ou présentant des troubles du développement génital dénonçaient cette circulaire également parce qu'en fait, les 2 ans, c'était 2 ans pour pouvoir mettre en conformité le sexe. Ce qui induisait qu'il fallait mettre en conformité le sexe.
Donc, si vous voulez, on pouvait attendre 2 ans à condition, en attendant, c'était un peu ça ce qui était traduit, c'était en attendant l'opération. D'accord. Ce qu'on ne souhaite plus. On ne souhaite plus qu'il n'y ait des opérations dès la naissance pour conformer un enfant intersexe avec le sexe décidé par les parents ou le médecin. On souhaite vraiment aujourd'hui, donc davantage, parce qu'aujourd'hui c'est considéré, et j'ai reçu beaucoup de personnes adultes qui ont subi ces opérations. Elles le vivent et ce sont vraiment aujourd'hui dans certains cas des mutilations qui entraînent des traitements à vie et des douleurs qui sont insupportables tout au long de la vie. Donc, honnêtement, ce n'est pas des opérations qu'on peut faire comme ça. Sauf que dans le monde médical, il y avait quand même une sorte, pas d'automaticité, mais en tout cas une méconnaissance de médecins qui peut-être choqués par le fait qu'ils rencontraient un enfant qui n'était génitalement pas formé tout à fait comme les autres, préconisaient aux parents des opérations. Et en effet, cette circulaire venait aider dans le sens où s'ils décidaient de faire opérer, ils avaient un temps supplémentaire pour inscrire le sexe de l'enfant. Nous, on a préféré faire autrement, c'est-à-dire que oui, à 3 mois pour inscrire le sexe de l'enfant, on peut le laisser 3 mois sans le temps que le médecin essaye de déterminer médicalement quel est le sexe de l'enfant. Même si il y a les deux sexes présents, parfois médicalement on peut voir si à l'intérieur, si les hormones, c'est tout un ensemble de choses à étudier. Donc il faut laisser un peu de temps, le temps de faire les analyses médicales qui permettent de déterminer si le sexe de l'enfant est homme ou femme. Et donc de l'inscrire. Donc voilà. Et par contre, ce qu'on permet comme garde-fou, puisque ce délai de 3 mois, même s'il est basé sur des analyses médicales, peut en effet s'avérer à la fin être une erreur. C'est-à-dire qu'on a inscrit un enfant dans un sexe féminin et on s'aperçoit au bout de 6-7 ans que en fait, ce n'est pas le cas. On a fait une mauvaise analyse. On protège ces enfants et on permet, juste pour les personnes atteintes des troubles de développement du génital, on leur permet à eux de pouvoir changer, de pouvoir modifier l'état civil plus tard. Et là, c'est dérogatoire sans passer par la procédure classique de changement de sexe qui existe pour les personnes transgenres. Parce qu'on voulait bien séparer les deux régimes entre les enfants intersexes et les personnes transgenres qui décident de changer de sexe. Là, on ne décide pas de changer de sexe. En fait, on a commis une erreur parce que ce n'était pas forcément facile de le déterminer dans les 3 premiers mois. On a commis une erreur en l'inscrivant à l'état civil et donc on corrige une erreur de l'état civil, ce qui n'est pas la même chose que le changement de sexe des personnes transgenres. Voilà un petit peu le cheminement qui nous a amené à faire ça. Donc moi, je considère qu'au contraire, on est plus protecteur, c'est-à-dire que du coup, les 2 ans qui pouvaient paraître comme ça juste par leur timing, puisque 2 ans c'est long, on se disait c'est plus protecteur, mais en réalité, c'était 2 ans sous condition de faire une opération de conformité, donc ce qui, pour le coup, induisait éthiquement un autre problème. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un cas assez complexe et là, je suis vraiment contente de vous entendre dire ça parce que j'avais peur, effectivement. Alors, j'espère que ça ne sera pas compris dans ce sens-là par les médecins, que ces 3 mois, en fait, soient un délai dans lequel une opération puisse être amenée justement à… Voilà, c'était Alors, vraiment… il y a un autre garde-fou dont je n'ai pas parlé là, mais on a aussi, au-delà du temps de transcription, on a aussi changé la prise en charge des enfants intersexes, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus pris en charge par les médecins qui font l'accouchement, mais doivent être automatiquement
pris en charge par des médecins issus d'un centre de référence spécialisé dans les enfants intersexes. Et donc, on sait que ces médecins-là ne pratiquent pas les opérations de conformité. C'est plutôt l'exception, si c'est nécessaire. Or, un médecin, je veux dire, un médecin gynécologique classique non formé aux enfants intersexes avait tendance, en effet, lui, à préconiser une mise en conformité pour des raisons, du coup, plutôt sociétales et non pas médicales. Donc maintenant, ces enfants sont immédiatement transférés vers des centres de référence et les parents sont aussi pris en charge par une équipe psychologique et une équipe pluridisciplinaire spécialisée sur cette problématique parce que sinon les parents entendent tout et n'importe quoi. C'est déjà pas une situation très facile et donc ils ont tendance dans ces cas-là à se remettre au conseil des professionnels. Donc autant tout de suite les orienter vers des gens vraiment spécialisés sur cette prise en charge. Oui, tout à fait. Ça, je pense que c'est vraiment une belle avancée. Puis ça permettra aussi peut-être de mieux les référencer et d'avoir connaissance aussi du suivi, ce qui n'était pas le cas auparavant, où on avait peu de chiffres aussi sur ces enfants. Et peut-être pour être complète sur le fait que pourquoi, parce que c'est la question qu'on peut se poser, pourquoi on n'a pas tout simplement interdit les opérations Oui, de conformité, ça, ce qui est une question, tout simplement parce que médicalement, parfois, elles sont vraiment nécessaires parce que c'est pas simplement la question d'avoir deux sexes ou c'est parfois des problèmes de malformation, de vessie, donc des urines qui... Ah. Alors là, je crois que vous avez coupé votre micro, madame. Ah oui, voilà. Voilà. Bon. Et, donc, voilà, on a parfois des cas de... Vous m'entendez là? Oui, mais nous ne vous voyons plus. Ah. Vous avez dû couper peut-être votre caméra. Voilà, c'est bon. Tout est rétabli. Tout s'est coupé tout seul. Et donc voilà, donc il y a parfois des cas où en effet les malformations de l'appareil génital ne sont pas que esthétiques, sont aussi médicalement très douloureuses, entraînent parfois des cancers, etc. Et donc dans ces cas-là, l'opération est nécessaire. Oui, bien sûr. Donc vraiment une opération thérapeutique et non pas de conformation. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, nous allons poursuivre sur la thématique de la gestation pour autrui, toujours dans le cadre de notre loi de bioéthique, avec mademoiselle Massounou. Allez-y, mademoiselle. Bonjour Madame la députée, je suis Elise Massoumou. Ma question porte sur la gestation pour autrui. Il apparaît que la loi de bioéthique de 2021 a marqué un recul par rapport à la jurisprudence récente de la Cour de cassation s'agissant de la transcription des actes de l'état civil étranger. De ce fait, la France ne risque-t-elle pas une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme? Telle est ma question. Alors, je ne crois pas. Alors, c'était très particulier en effet. La France aujourd'hui a choisi, comme d'autres pays, de ne pas autoriser la gestation pour autrui. Mais on avait une difficulté qui était, en tout cas on a considéré que c'était quand même une difficulté, le fait que des enfants issus d'une GPA à l'étranger se retrouvaient ici en France privés d'un certain nombre de droits, de filiation et finalement on a considéré qu'ils n'étaient pas eux responsables, entre guillemets, de la décision de leurs parents et qu'on ne pouvait pas les priver, en tout cas eux, d'un certain nombre de droits. Et ça posait plein de sujets en pratique. Par exemple, un enfant qui ne pouvait pas partir à l'étranger en vacances avec son parent parce que il n'était pas considéré comme son parent en France, comme sa mère, ou en l'occurrence la mère, c'est souvent la mère. Et donc, ça menait à des situations ubuesques parfois,
où on a vu considérer voilà, dans des aéroports, l'aéroport qui considérait que la mère, en l'occurrence, n'avait pas de quoi prouver qu'elle était la mère, et donc il soupçonnait un enlèvement ou autre. Donc, bon. Du coup, on s'est dit que c'était quand même pas top. Pareil pour des choses de la vie quotidienne qui posaient un certain nombre de problèmes. Et c'est posé un autre problème qui était les droits patrimoniaux, en l'occurrence notamment en droit des successions. Ça posait un certain nombre de sujets. Donc du coup, on a décidé que ces enfants devaient avoir une filiation clairement établie, sans, mais c'était bien notre volonté, sans remettre en cause la décision française d'interdire la GPA. On a eu le débat sur la GPA, on a choisi de maintenir cette interdiction. Donc, on a considéré par contre que la jurisprudence de la Cour de cassation, qui est intervenue, il faut le dire, en plein débat de loi bioéthique, elle a changé sa jurisprudence assez récemment. Je pense que c'était une provocation ou en tout cas une manière de nous forcer à trancher un peu plus rapidement. On a considéré que là, pour le coup, ça remettait en cause la décision française, puisqu'elle faisait une transcription totale, donc des deux parents, de l'acte d'état civil, et ce qui voulait dire que ça remettait deux choses en cause. La décision française, en effet, de maintenir l'interdiction de GPA, puisque si vous maintenez l'interdiction de GPA, mais que vous transcrivez de manière quasi automatique les actes d'état civil des autres pays, ça revient, il n'y a plus beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous ne pratiquez pas l'acte médical, mais il a pleinement de conséquences en France. Donc, on a considéré que c'était un pas trop grand pour aller vers la GPA. Et d'autre part, ça remettait en cause une disposition du droit français qui est que, en droit français, considéré comme la mère la personne qui accouche. C'est la définition française de notre droit de ce qu'est une mère. Et donc, on a considéré que cette transcription remettait en cause ça, puisque là, pour le coup, on pouvait avoir, par exemple, deux hommes qui avaient fait une GPA, qui voyaient automatiquement la transcription de leur acte. Donc, on remettait en cause le fait que est considérée comme la mère la personne qui accouche. Et donc, ça fait obstacle au droit. Donc, on a tout simplement changé une disposition qui dit que la transcription des actes doit se faire en conformité avec, au regard du droit français et non pas au regard du droit étranger. C'est-à-dire que la Cour de cassation, sa vision, c'était de dire il y a un acte d'état civil étranger qui dit que les deux parents biologiques, ou les deux parents sont issus de la convention GPA sont un tel et un tel, et donc finalement je vais le reconnaître en droit. Ce qu'on n'a pas souhaité, nous on a dit c'est au regard du droit français qu'on établit ces transcriptions et non pas au regard de ce qu'ont dit les autres pays qui, eux, ont décidé d'autoriser la GPA. Donc voilà un peu le cheminement qui nous a amené en tout cas à clarifier la position française dessus. Est-ce qu'on peut avoir une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme? Je ne crois pas, tout simplement parce que aujourd'hui, c'est une libre décision des États d'autoriser ou de ne pas autoriser la GPA, et donc d'en tirer pleinement les conséquences dans leurs droits. Et donc je ne vois pas la Cour européenne, à partir du moment où l'interdiction de GPA est toujours permise dans le monde, on n'est pas obligé d'autoriser la GPA. À partir du moment où la GPA est toujours contestée, contestable et potentiellement donc interdite, on peut très bien ne pas avoir de condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme, d'autant plus que par contre on a réglé notre problème qui était que on aurait pu être condamné si on n'avait pas
donné de droit, je pense, aux enfants issus des GPA à l'étranger. C'est-à-dire qu'on avait continué à ne pas établir de filiation pour ces enfants-là. Je pense que là, on aurait pu être condamné par la Cour européenne des droits de l'homme juste par rapport à ça. Donc, ce qu'on a permis en parallèle de cette décision, c'est de permettre aux parents, donc, qui n'est pas le parent biologique issu dans le cadre de la convention GPA, d'établir un lien de filiation avec l'enfant via la procédure d'adoption. Procédure d'adoption que par ailleurs, on a simplifié et accéléré de manière à ce que ça ne soit pas le parcours du combattant pour ces familles. Mais on a considéré malgré tout que un couple qui décide ou une personne qui décide d'aller faire une GPA à l'étranger ne peut pas revenir en France et avoir de manière quasiment automatique les mêmes droits que ceux qui se sont conformés au droit français. Pour autant, on n'empêche pas l'enfant issu de la GPA d'avoir sa filiation et quelque part une protection juridique de sa naissance via cette procédure d'adoption qu'on a mis en place. Mais la Cour européenne des droits de l'homme, je pense, nous aurait condamnés si on n'avait pas mis en place une possibilité d'établir la filiation entre les parents, ce qui a été le cas pendant des années. Pendant des années, c'était impossible d'établir la filiation entre le parent qui... excusez-moi. C'était pas possible d'établir la filiation en France entre le parent qui n'avait pas de lien biologique avec l'enfant et l'enfant issu de la GPA. Là, si on avait maintenu cette position-là fermée, je pense qu'on aurait été condamné. Mais pas pour simplement ne pas faire de transcription totale et automatique des actes d'état civil. Ça, on ne sera pas condamné pour ça. D'accord, merci. Merci beaucoup. Et nous allons avoir une autre question posée par Monsieur Gérin de façon un petit peu plus générale, justement sur la gestation pour autrui. Bonjour madame, donc je me présente, je m'appelle Bonjour. Valentin Gérin. Je viens continuer un petit peu la partie sur la GPA avec un regard peut-être un tout petit peu différent, un peu plus général. On voit que la position française de l'interdiction et d'une reconnaissance relative par la suite reste relativement ambiguë, notamment en termes de protection réelle, bien sûr de l'enfant à naître, l'enfant qui va suivre forcément de cette GPA et forcément de la mère porteuse dans une telle situation. Ce que l'on a pu noter avec l'ensemble de la promotion, c'est un petit peu ce manque efficace de protection face à une interdiction qui reste forte. Enfin, une ambiguïté en fait relativement relative entre cette volonté d'interdiction, mais cette non-reconnaissance, mine de rien, de certains droits par rapport aux femmes, mais également aux enfants. On peut presque rattacher ça à de vieilles interdictions qui permettaient d'assez mal, au final, protéger les individus. Il y a par exemple des jeux d'argent ou ce genre de choses où l'interdiction n'a jamais freiné en réalité la pratique. Et là, on peut voir que, de manière assez générale, l'interdiction de la GPA n'empêche pas que celle-ci se réalise. Et est-ce qu'il ne faudrait pas mieux, justement, que la France clarifie sa position en rendant quelques droits, en tout cas, aux personnes qui continuent de la pratiquer, si son interdiction est inefficace? Alors, en fait, vous posez la question de est-ce qu'on pourrait assouplir le droit et soit autoriser, soit reconnaître une forme de GPA éthique, ce que certains ont essayé d'exposer, c'est-à-dire une GPA sur laquelle on contrôlerait notamment les conditions en effet de rémunération, d'indemnisation et de la femme porteuse, etc., et sur lesquelles on pourrait envisager du coup de reconnaître davantage de droits pour les personnes qui pratiquent cette GPA. Après, de manière, ça pourrait même être arrivé d'aller un peu plus loin et de l'autoriser en France par la suite. C'est pas le cas. Honnêtement, le législateur, en tout cas français aujourd'hui, peut-être que demain il évoluera,
sa position sur la GPA. On considère qu'il n'y a pas possibilité d'avoir une GPA, enfin, on ne reconnaît pas la GPA dite éthique. On considère que quelles que soient les conditions dans lesquelles la GPA se fait, c'est-à-dire avec le plein consentement éclairé de la femme qui va porter les enfants, avec des conditions d'indemnisation contrôlées, encadrées, on considère malgré tout que ça reste une marchandisation du corps humain et on ne veut pas reconnaître ça. À partir du moment où on maintient cette interdiction totale, il est quand même très difficile de dire que les personnes qui ont du coup bravé cette interdiction puissent avoir des droits. Vous pouvez vous prévaloir de droits que quand vous êtes dans le respect de la loi. Quand vous n'avez pas respecté la loi, c'est quand même très difficile de réclamer des droits. Et donc ma position, elle est différente entre les parents qui ont pour le coup choisi de faire une GPA et donc d'aller contre la loi, et les enfants qui, eux, vous l'avez compris, on en a parlé tout à l'heure, n'ont pas choisi la façon dont ils allaient naître s'ils seraient issus d'une GPA. C'est eux qui ont fait ce choix-là, et donc à ce titre-là, ils doivent avoir des protections et des droits qu'on vient d'établir avant. Pour les parents, moi je considère que aujourd'hui, ils ont fait le choix volontaire de contredire la loi française en allant à l'étranger. Donc ils ont été à l'étranger pour contourner la loi française. Ils l'ont fait. On va établir un certain nombre de liens de filiation pour protéger l'enfant, mais indirectement, du coup, ça établira leur filiation à l'égard de l'enfant. Donc, quelque part, c'est aussi leur reconnaître des droits. Mais après, aller plus loin, ça reviendrait à ce qu'en fait, la France, à chaque fois qu'un pays autorise une pratique qu'elle ne veut pas autoriser, soit obligée de le faire parce que tel ou tel pays le fait. Et ça deviendrait quand même dangereux en bioéthique si on commence à dire bah oui, mais nous on veut pas de la GPA pour telle et telle raison, parce que éthiquement on considère que on ne peut pas aller dans ce champ-là, là pour des questions en plus qui touchent pour le coup aux droits fondamentaux. On a considéré vraiment que ça reste une marchandisation du corps. On dit bah oui, mais c'est fait dans tel pays, donc on va l'autoriser. Mais si on fait comme ça, c'est la désescalade pour tout. C'est-à-dire que si notre principale argumentation, c'est de dire on ne peut pas maintenir l'interdiction parce que les autres pays l'ont autorisé, il n'y a plus de débat éthique. C'est pas la peine d'avoir un débat éthique en France si dès l'instant qu'un pays qui n'a pas le même débat éthique, ils ont fait des conclusions qui sont différentes, si dès l'instant qu'ils ont fait des conclusions différentes, nous, on change notre législation, en fait, ce n'est plus la peine de conduire une réflexion éthique nationale. Ok, d'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais n'hésitez pas à me dire s'il y a des points plus particuliers auxquels je n'ai pas répondu. Non, ça reste satisfaisant. Tout à fait. Mais c'est vrai que moi, je me posais déjà la question de cette transcription, finalement, est-ce que c'est déjà pas une forme d'encouragement de ce tourisme, effectivement, plus ou moins procréatif, d'autant que la double filiation n'est pas impossible par la voie de l'adoption. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire pour être à la limite plus tranché? Alors certes, on a la Cour européenne des droits de l'homme derrière, mais par exemple pour l'enfant incestueux, la double filiation lui est interdite. Donc c'est une forme aussi de discrimination pour cet enfant qui n'aura pas la totalité de ses droits. Et finalement, cet enfant issu de la GPA qui a été fait en contrevenant de la loi
eh bien, aura plus que cet enfant incestueux qui n'a pour le coup rien demandé non plus. Donc c'est vrai qu'on peut voilà, avoir, mais c'est le débat éthique de toute façon qui veut ça aussi. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Alors, mais ça amène peut-être une réflexion sur les enfants. Enfin, c'est pas dans le cadre de la loi bioéthique, donc on n'a pas eu ce débat. Mais certains demandent d'ailleurs une refonte complète du droit de la filiation. Et donc, cette modification qu'on a faite pour les enfants issus de la GPA amène peut-être une future modification pour les enfants incestueux. Dans l'autre sens, effectivement, qui pourrait leur bénéficier. Oui, tout à fait. Alors maintenant, nous allons terminer notre débat sur la loi de bioéthique avant d'engager les quelques questions concernant le droit animal. Et nous sommes un petit peu d'ailleurs à la limite puisque nous allons parler d'embryons chimériques avec mademoiselle Trette. Bonjour. Alors, comme l'a dit Madame Ken, je suis Solène Trette et je vais vous poser 2 questions par rapport aux embryons chimériques. Donc, on a vu avec la nouvelle loi de bioéthique qu'il est maintenant possible de créer ces embryons. Et ça nous a amené à nous poser plusieurs questions, notamment quant à leur statut juridique, puisque par définition, des cellules humaines, un certain pourcentage seront intégrées dans un utérus animal, enfin dans un fœtus animal, pardon. Et du coup, on se demandait si ce seuil serait plafonné peut-être par l'Agence nationale de biomédecine et vérifié peut-être pendant l'autorisation de ces projets. Alors, le seuil, oui, en l'occurrence, il est contrôlé. Moi, je fais partie aussi, je siège à l'agence de biomédecine. Donc, je vois vraiment comment sont analysés chaque projet qui est porté par une équipe. C'est une analyse, même j'avoue que ça va tellement dans le détail que c'est difficile pour moi de donner un avis à la fin, puisque vraiment, l'agence de biomédecine met en place des experts, des groupes d'experts qui étudie tout le protocole scientifique proposé par l'équipe qui veut en l'occurrence faire cette recherche dans le détail. Alors, il regarde les objectifs, les capacités, enfin en tout cas le pourcentage de réussite si c'est une recherche complètement alambiquée qui n'a zéro chance d'aboutir, donc ça, ils n'autorisent pas. Et après, ils regardent en effet en détail quel est le protocole scientifique mis en place, d'où viennent les cellules souches qui vont être utilisées, est-ce qu'elles viennent d'un embryon ou d'où vient l'embryon, dans quel type de manipulation on est, etc., etc. Les garanties, que ce ne soit pas fait comme ça dans n'importe quelle condition, il faut vraiment des conditions de laboratoire solides, etc. Enfin, tout est vraiment décortiqué et honnêtement, bon, déjà, quand on dépose une demande d'autorisation à l'agence de biomédecine, en général, il y a déjà un premier tri, tout le monde ne le fait pas, parce que c'est quand même assez contraignant. Et donc, déjà, ceux qui demandent, qui vont au bout de la démarche en demandant une autorisation, sont en général des équipes qui sont très solides, qui ont quand même fait un projet qui est très, très détaillé. Et après, en effet, le contrôle de l'agence de la biomédecine, il est implacable. Il prend plusieurs mois. Hein, il prend plusieurs mois à étudier une demande d'autorisation. C'est pas un truc fait en catimini. C'est assez complexe. Donc voilà. Oui, on regarde, en tout cas, je ne sais pas exactement s'ils regardent le seuil, mais dans tous les cas, je pense que oui, puisque vous savez qu'on a autorisé le fait d'introduire des cellules dans un embryon animal, mais pas le contraire. Donc ça, il vérifie en tout cas cet élément. Et par ailleurs, on sait que scientifiquement, ils se sont aussi donné des limites au-delà du seuil. Ils se sont donné des limites, c'est de ne pas toucher aux cellules du cerveau. En l'occurrence, ils ne souhaitent pas, là pour le coup, c'est l'éthique médicale qui s'est imposée ça, c'est-à-dire qu'ils ne souhaitent pas, et à juste titre, modifier, introduire des cellules humaines dans un cerveau, dans le cortex en tout cas cérébral de l'animal.
parce qu'on considère que c'est dans le cortex que se développe l'intelligence humaine et la conscience humaine. Et donc, on ne veut pas introduire de cellules humaines dans le cortex de l'animal. Et l'autre limite qu'ils se sont donnée, c'est les organes de reproduction sexuelle, dans lesquels ils ne veulent pas mélanger l'homme et l'animal, en tout cas dans la question, en effet, de la procréation sexuelle. Ils utilisent l'utérus, mais pas pour en tout cas modifier des organes sexuels. D'accord. Et on a vu aussi une seconde question où là, on se projette un petit peu. On a vu qu'au mois d'octobre 2021, il y a eu une première greffe mondiale d'un rein de cochon sur un homme. Et du coup, on sait que la création de ces embryons, elle sera vouée plus tard, sûrement, à la transplantation. Et si à terme, il y aurait des fermes ou des réserves d'embryons chimériques, d'animaux chimériques qui seraient voués uniquement à ça. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est une question qui se pose et je pense que ça va être la question de votre génération. Nous, aujourd'hui, on n'a pas vocation à l'encadrer puisque c'est scientifiquement pas encore possible. Bon, très peu. Mais l'objectif, on parle d'un objectif à 5-10 ans. Les médecins espèrent pouvoir en effet créer des organes transplantables chez l'homme et c'est un but louable, hein, pour faire face aux problèmes de pénurie de dons d'organes que l'on a dans nos pays, pour soigner davantage de maladies qu'aujourd'hui. Et même sans parler de transplantation d'ailleurs, aujourd'hui, cette recherche chimérique, elle donne beaucoup d'espoir dans le cadre du traitement du cancer. Également, c'est le deuxième développement scientifique possible. Mais en effet, si ça fonctionne, s'ils arrivent à trouver toutes les solutions, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des sujets scientifiques sur lesquels ils n'arrivent pas à passer outre. C'est notamment les problèmes de zoonose, c'est-à-dire de transmission de maladies entre l'homme et l'animal, etc. La durabilité des organes, c'est-à-dire qu'un animal vit beaucoup moins longtemps qu'un homme. Et donc, transplanter un organe animal dans un organe homme, quand bien même, enfin, dans un corps d'homme, quand bien même il a été modifié, quelle durabilité il peut avoir, etc. Enfin, il y a plein de sujets scientifiques sur lesquels ils planchent. Ils espèrent, d'ici 5 à 10 ans, pouvoir aboutir à quelque chose de plus sûr qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça relève quand même de l'exploit. Et donc, à ce moment-là, devra intervenir la question de l'encadrement de ces organes, c'est-à-dire qu'en effet, comment on utilise l'animal de manière éthique et respectueuse dans ce cadre-là. Mais aujourd'hui, on est incapable de l'encadrer parce qu'en réalité, on ne sait pas ce que ça implique, on ne sait pas quels organes, quels animaux, on ne sait pas est-ce que ce seront des organes vitaux ou pas, on ne sait pas s'ils pourront produire des organes à partir simplement de cellules animales qui pourraient développer dans le cadre de l'utérus, ou est-ce qu'il faudra sacrifier des animaux pour le faire. Enfin, c'est plein de sujets sur lesquels aujourd'hui, l'encadrer, ce serait de manière trop abstraite parce qu'on ne sait pas exactement quel est le processus auquel ils vont aboutir. Mais j'ai moi en tête en effet qu'il faudra absolument encadrer parce que sinon on utilisera de nouveau, on utilisera l'animal à mon avis. Oui, les fermes d'animaux, c'est pas impossible, je le sens. Donc il faudra encadrer les choses, mais aujourd'hui c'est trop abstrait pour arriver à le penser. Donc c'est plutôt votre génération qui aura à plancher là-dessus. Très bien, merci beaucoup.
Donc voilà, vous avez pu voir combien les étudiants étaient passionnés par l'étude de la bioéthique pendant mon cours de droit de la bioéthique et pendant mon cours de droit du vivant animal et végétal. Donc nous avons eu l'occasion de débattre de plusieurs questions portant sur le droit animal, y compris sur la récente loi du 30 novembre 2021. Et donc les étudiants ont quelques questions et nous allons commencer par une question assez générale en amont de cette loi du 30 novembre 2021 portant davantage sur la sensibilité animale qui a été inscrite dans notre code civil depuis 2015. Et donc, c'est mademoiselle Le Sage qui va vous poser la première question. Bonjour Madame Romero-Diaz. Bonjour. Alors, c'est une question de terminologie. En effet, la réforme de 2015 a créé pour la première fois l'article 515-14 indiquant que les animaux étaient doués de sensibilité. Il y a effectivement le mot sentience qui aurait pu être utilisé, qui est rentré dans le dictionnaire Larousse en 2020. Que pensez-vous de cette utilisation? Pensez-vous que sentience pourrait être intégrée dans le code civil juridiquement? En tant que tel, oui, juridiquement, rien ne l'empêche. Est-ce que après la loi, elle sert aussi à être à envoyer des messages et à être compréhensible de tous. La sensibilité, tout à chacun, même sans avoir de notions juridiques, même sans connaître particulièrement le droit animal, ni l'éthique, ni rien, voit ce que ça recoupe. La sentience, elle est peut-être en réalité, quand on regarde la définition, sûrement beaucoup plus précise que le terme sensibilité et plus juste, mais elle est moins intelligible pour le commun des mortels. Et donc, comme la loi s'applique à tous et que nul n'est censé ignorer la loi, je ne suis pas sûre que ce soit plus compréhensible. Mais juridiquement, c'est tout à fait envisageable. Après, moi, je vous donne mon avis personnel. Je ne porterai pas un élément de cette nature, tout simplement parce que je considère que la réforme de 2015 n'a été qu'une une ouverture et une possibilité de remettre la question du droit des animaux sur le devant de la scène, mais en réalité n'a pas produit beaucoup d'effets. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai envie de dire, je m'attache plus au droit réel que à cette notion d'animaux doués de sensibilité. En fait, quelque part, ça nous a juste permis d'entrouvrir la porte pour la proposition de loi que nous avons fait voter, que nous n'aurions probablement pas réussi, en tout cas, à mettre sur le devant de la scène s'il n'y avait pas eu cette réforme de 2015. Mais cette réforme de 2015, elle a simplement servi à ouvrir les esprits. Juridiquement, elle n'a pas créé beaucoup de droits et n'a pas beaucoup d'applications en tant que telle. Peut-être en jurisprudence, permettre aux juges de tirer des conséquences un peu plus larges, mais c'est quand même assez limité. Donc moi, voilà, le fait de changer sensibilité par sentience, je trouve qu'on peut, mais c'est pas forcément plus intelligible et ça ne crée pas de droit nouveau. Voilà. Je suis plutôt attachée aujourd'hui à ce qu'on avance davantage dans des droits nouveaux et des protections concrètes pour les animaux. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous allons poursuivre sur le droit animal et particulièrement sur les animaux sauvages avec des questions posées par mademoiselle Olingou. Bonjour. Bonjour. Alors, la réforme de 2015 affirme que les animaux sont dotés de sensibilité et engloberait donc aussi bien les animaux domestiques que les animaux sauvages. Cependant, il semblerait que les dispositions légales s'appliqueraient davantage aux animaux domestiques. Or, la répression des actes de cruauté ne devrait-elle pas s'appliquer également aux animaux sauvages?
Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un peu le problème qu'on a. C'est pour ça que moi, je préfère parler vraiment de droit concret parce que quand on est trop large, c'est même si juridiquement, purement juridiquement, on inclut les animaux sauvages, en réalité, dans les faits, c'est pas le cas parce que bah, c'est difficile. Déjà, ils n'ont pas la même représentation, hein, pour le coup, que les animaux domestiques qui souvent ont des propriétaires ou autres qui peuvent faire valoir leurs droits, ce qui n'est pas le cas pour les animaux sauvages. Euh, et, euh, et donc, moi, je préfère vraiment, en effet, qu'on puisse mieux protéger les animaux sauvages. C'est pour ça que j'ai fait le choix dans la loi que nous avons votée de faire un chapitre spécifique sur les animaux sauvages et de les viser directement de manière à pouvoir introduire directement une législation. Mais c'est difficile parfois de transposer la même disposition entre animaux sauvages et animaux domestiques. Il y a parfois des distinctions à faire. Et donc, c'est vrai que de parler de manière générale des animaux, euh, c'est une symbolique, mais dans les faits, on a du mal à en tirer des conséquences parce qu'on se heurte tout de suite aux différences. Donc, je préfère qu'on crée quelque part un droit spécifique pour les animaux sauvages. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans la loi, mais au moins ça les protège mieux. Euh, J'avais pris un exemple qui était justement sur l'interdiction, le renforcement des actes de cruauté ou le renforcement en tout cas des sanctions pour les actes de cruauté commis envers les animaux, le renforcement des sanctions de la maltraitance ou le renforcement des sanctions en cas tout simplement euh, d'avoir donné la mort à un animal domestique. Euh, bah, Aujourd'hui, on s'est heurté à une difficulté, c'est que du coup, si on l'avait donné pour tous les animaux, sans distinction, en effet, pour les animaux sauvages, on aurait eu un problème puisque ça voulait venir à dire qu'on interdisait la chasse. À partir du moment où donner la mort à un animal, sans raison médicale bien sûr avérée, est considéré comme un acte répréhensible par la loi, à partir de ce moment-là, ou un acte de maltraitance, à partir de ce moment-là, la chasse n'est plus autorisée. Euh, donc, on s'est heurté à cette difficulté-là. Je pense qu'il faut vraiment être précis et avoir des débats circonscrits. C'est-à-dire, si on veut interdire la chasse, qu'on ait un débat sur la chasse et clairement on interdise la chasse. À partir du moment où la chasse sera interdite, tout acte qui viendrait le faire rentrerait là pour le coup dans les dispositions légales sur l'interdiction de donner à la mort à un animal, etc. Enfin, toutes les dispositions sur la maltraitance et les actes de cruauté. Mais de faire l'inverse, de faire une législation qui serait pour tous les animaux, en pensant que ça pourrait protéger les animaux sauvages, je pense pas. On n'y arrive pas parce qu'il y a toujours des cas incongrus qui font que ça fonctionne pas. Je préfère, moi, en tout cas, distinguer animaux sauvages et animaux domestiques. C'est plus précis. Mais par contre, ça veut dire créer des droits pour les animaux sauvages qui, aujourd'hui, en ont très peu. Et beaucoup moins que les animaux domestiques. Merci. Alors effectivement, mais sur cette question des animaux sauvages, peut-être que l'on pourrait quand même accorder la chasse, mais proscrire en fait ces actes de torture, comme on avait vu récemment des jeunes qui, dans une fête privée, avaient massacré un pauvre blaireau, etc. Je pense que c'est un acte de cruauté différent aussi que la chasse. Il existe bien la corrida qui est une pratique barbare, entre guillemets, et elle existe bien, tandis que pourtant le taureau est un animal de... C'est le cas, hein. C'est le cas aujourd'hui. Les actes de cruauté concernent les animaux sauvages.
Mais la difficulté, c'est que il faut que quelqu'un se porte partie civile dans les faits, et donc l'animal sauvage n'appartenant à personne par nature. Et alors, ça le fait, hein, certaines associations se portent partie civile, etc. Et on arrive à avoir des condamnations, mais c'est vrai que c'est moins le cas que quand c'est un animal domestique. Mais il y a aussi toute une formation des juges à avoir. C'est ce qu'on prévoit dans la loi, hein, désormais. Je pense que les juges sont en grande difficulté, ne sont pas formés à ce domaine du droit. Et donc, on a mis tout en place un système de formation, et à la fois des juges et à la fois des enquêteurs aussi, qui parfois ont un peu de difficulté à trouver les éléments probants dans ce type d'actes. Oui. Hormis les vidéos, etc. Mais c'est des enquêtes qui sont parfois difficiles à faire, qui sont un peu particulières et pour lesquelles il faut juste avoir une formation, ce qui n'est pas le cas. Une formation dit aussi acculturation. Oui, tout à fait. Effectivement. Bon, il reste encore beaucoup de choses à faire. Effectivement. Alors, nous allons terminer par deux questions qui vont cette fois traiter plus particulièrement de la loi visant à lutter contre la maltraitance animale que vous avez portée. Et donc, c'est mademoiselle Andrea Misaka qui va vous poser cette première question sur le sujet. Bonjour madame. Alors, on se posait une question concernant un point de la loi visant à lutter contre la maltraitance animale. Alors, s'agissant de l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques, on se demandait pourquoi l'interdiction n'avait pas été élargie à tous les animaux, donc y compris aux animaux domestiques, parce que désormais le risque résiderait dans le fait que ces derniers soient massivement exploités dans les cirques pour pallier à l'absence des animaux sauvages. Alors, c'est vrai, c'est une question que je me suis posée. Au départ, j'étais partie, moi, pour faire l'ensemble, interdire pour l'ensemble. Alors, il y a plusieurs éléments qui m'ont amené à renoncer. Un élément qui n'est pas du tout juridique, mais qui est à prendre en compte quand on fait la loi, qui est que si j'avais interdit tous les animaux, je n'aurais probablement pas réussi à le faire voter. Donc ça, c'est à prendre en compte. C'est-à-dire que il vaut mieux faire une disposition pleine et la plus large possible et ne pas arriver à la faire voter, auquel cas on serait resté au droit positif d'aujourd'hui, soit essayer de trouver une mesure qui soit à la fois efficace et en même temps acceptable pour les députés, parce qu'il faut le dire, il y a un grand nombre de députés qui ont voté cette loi à contre-cœur, y compris dans mon groupe, qui ont respecté une certaine discipline de vote collectif, mais qui n'étaient pas forcément très convaincus. Donc, ils avaient aussi leurs propres limites d'acceptation. Donc, je n'aurais probablement pas réussi à faire cheminer la loi si j'avais été, si l'interdiction avait été trop large. Par ailleurs, si on prend les conditions, j'avais une difficulté, c'est qu'on a basé notre argumentaire pour pouvoir le faire interdire sur plusieurs éléments. D'une part, l'itinérance, en considérant que l'itinérance des cirques était incompatible avec les besoins naturels des animaux sauvages. Je m'explique, par exemple, pour un éléphant, ça parcourt des centaines de kilomètres tout le temps. Là, en l'occurrence, l'itinérance faisait qu'il vivait dans une cage quasiment 20 heures par jour, sans pouvoir bouger, etc. On a vu des atrophies des membres, etc., tout ce que ça créait, ce qui montre bien que là, on avait pour le coup une maltraitance liée au fait qu'on ne répondait pas aux besoins de l'espèce concernée. Et donc là, on n'entrait pas sur la question du dressage, même pas. C'était simplement les conditions d'hébergement et de vie qu'entraînait l'itinérance qui nous a permis d'argumenter sur le fait que ce n'était pas adapté aux animaux sauvages. Et ensuite, le deuxième cas, le deuxième élément d'argument, c'était en effet de dire que
pour faire un spectacle, il y a du dressage qui est forcément nécessaire et que pour les animaux sauvages, le dressage conclut toujours à une certaine forme de contrainte, voire de douleur psychique ou physique. Psychique parce qu'en fait, il consiste souvent à affamer l'animal et à lui donner à manger uniquement s'il répond à un ordre précis. Et physique parce que notamment avec l'utilisation de l'angus, qui est une sorte de canne électrifiée, on contraint un éléphant à faire ce qu'il veut, un éléphant ou un autre animal d'ailleurs. Et donc on a considéré que ces pratiques-là étaient pas source de maltraitance, mais surtout inévitables quand on était avec un animal sauvage. On ne peut pas dresser, on a essayé de rencontrer pas mal de dresseurs, hein. On ne peut pas dresser un animal sauvage autrement que par ces méthodes-là. Ça n'existe pas. Et d'autre part, les numéros qu'ont fait les animaux étaient incompatibles avec leur disposition naturelle physique, c'est-à-dire qu'on faisait faire à un animal, par exemple, je reprends le cas de l'éléphant parce que c'est vraiment flagrant chez l'éléphant, quand on met un éléphant sur une patte ou sur deux pattes, on le force à faire de l'équilibre. Physiologiquement, on est en train de l'abîmer puisqu'on lui fait reporter tout le poids de son corps sur une patte ou sur deux pattes et son métabolisme n'est pas adapté à ça. Et donc, ce qui lui cause de gros problèmes d'articulation, ce qui lui cause. Donc, voilà. Donc, c'est les arguments qui nous ont permis d'aboutir à l'interdiction. Et pour les animaux domestiques, au-delà du fait que pour beaucoup de députés, ça aurait été perçu comme excessif, je n'avais pas les mêmes arguments. C'est-à-dire que quand vous prenez un chien ou un chat, le fait de vivre en itinérance n'est pas forcément incompatible avec son idée, c'est tout à fait possible. Le fait d'être dressé n'entraîne pas les mêmes méthodes de dressage qu'on peut dresser un chien beaucoup plus facilement. Donc voilà, donc ça nous a posé problème. Maintenant, et on n'avait que ces deux catégories-là de possibles. Si on ne voulait pas rentrer dans une liste, c'était domestique ou sauvage. Maintenant, j'avoue que, et c'est un des sujets, je pense qu'on va avoir dans les années à venir, c'est que dans animaux domestiques, c'est tellement large qu'il y a des animaux sur lesquels on peut se poser la question. On est à la limite. Moi, je me pose beaucoup de questions sur les oiseaux. Un certain nombre d'oiseaux aujourd'hui dans la liste des animaux domestiques. Bon, est-ce que c'est vraiment cohérent? La question se pose pour les dromadaires aussi. Donc voilà, il faudrait peut-être qu'on trouve après une manière de pouvoir élargir progressivement, mais je pense que c'était pas mal d'acter l'interdiction, notamment parce que dans les faits, je pense qu'en fait, ils arrêteront tout simplement les animaux, parce que dans les faits, ce qui attire le client, et c'est pour ça aussi qu'on a pensé à la façon dont ça fonctionne, ce qui attire le client, c'est le lion, la girafe, l'éléphant. C'est pas le labrador qui va pousser un ballon. Donc, du coup, en réalité, à partir du moment où ils vont être obligés de repenser leur spectacle complètement parce que les animaux sauvages ne sont plus là, il y a peu de chances qu'ils aillent vers les animaux domestiques qui ne sont pas aujourd'hui ce qui permet d'attirer le client. Donc, ils ne passeront pas l'un par l'autre. Ceux qui utilisent déjà un peu d'animaux domestiques, probablement, vont continuer un petit peu. Mais ceux qui utilisaient aussi des animaux sauvages, je pense, finiront par arrêter totalement les animaux parce que ça aura un coût d'entretien important et très peu de rentabilité si vous n'avez pas le lion ou la girafe. Donc là, du coup, ils n'auront plus d'intérêt économique et je pense que ce sera la meilleure manière de les faire renoncer. D'accord, merci.
Merci beaucoup. Et puis c'est vrai qu'on a vu des avancées très intéressantes avec notamment le cirque Bouglione qui a fait voilà, ces magnifiques hologrammes. On espère que ça inspirera d'autres circassiens. Alors nous allons terminer eh bien, cette série de questions avec une demoiselle qui se cache. C'est mademoiselle Duarte da Silva donc, qui va conclure justement sur la question des cirques dont nous avons commencé à parler. Allez-y, mademoiselle. Bonjour Madame la députée. Bonjour. Donc je pense que vous avez en partie répondu à ma question, mais j'aimerais quand même savoir pourquoi avoir réservé l'interdiction des détentions d'animaux sauvages uniquement aux cirques itinérants et avoir complètement exclu les cirques non itinérants. Alors, parce que j'ai dû. Moi, j'étais pour que ce soit pour tous les cirques. Mais pour les cirques qui n'étaient pas itinérants, je me suis heurtée voilà, à un lobbying très fort de la part de la Fédération nationale des zoos qui avait très peur, malgré le fait qu'on leur dise que ce n'était pas le cas, que si on interdisait les spectacles d'animaux dans les cirques fixes, on puisse transposer ça aux zoos. Or, un certain nombre de zoos font des spectacles avec, on l'a dit, les vautours, notamment, etc. Et en fait, se sont dit, si ça ouvre au cirque fixe, c'en est fini pour nous aussi. Et là, pour le coup, ils sont très nombreux aussi. Et donc, j'avais une limite que et le gouvernement et beaucoup de députés, parce que des zoos, il y en a beaucoup sur tous les territoires. Et donc, j'avais beaucoup de députés qui ne m'auraient pas suivi. Donc voilà. Et par ailleurs, comme on avait basé l'interdiction sur non pas le spectacle, c'est les conditions de vie liées à l'itinérance, on a considéré que en fixe, les conditions de vie ne sont pas tout à fait les mêmes, puisqu'on ne transfère pas l'animal de ville en ville, de jour en jour. Il n'est pas censé vivre dans une cage, etc. Ce que j'ai obtenu par contre, j'ai joué un petit peu, voilà, des fois quand on n'arrive pas forcément en droit à gagner, tout ce qu'on souhaite, il faut avoir une vision un peu plus stratégique des objectifs que l'on veut porter. Ce que j'ai obtenu, c'est non pas l'interdiction en effet des spectacles fixes, mais de dire ok, on n'interdit pas les spectacles d'animaux sauvages dans les cirques fixes. Par contre, on exige qu'ils aient les mêmes obligations que les autres, les mêmes obligations de détention et les mêmes garanties de détention que les eaux, notamment en termes d'espace, en termes d'accès à l'extérieur, en termes d'accès à l'eau, etc., ce qui nécessite des installations ultra coûteuses. Et à mon avis, soit en effet on a des cirques qui se transforment en quasi mini-zoos, et dans ces cas-là, je ne peux pas y toucher, mais ça concerne peut-être un cirque ou deux qui arriveront à franchir le pas. C'est des investissements tellement énormes que personne n'arrivera à franchir le pas. Donc le risque est quand même faible de voir les cirques itinérants, parce que c'est surtout ça que je voulais éviter, que les cirques itinérants ne deviennent pas des cirques fixes avec animaux sauvages. Donc ça, je m'en prémunis en ayant relevé les obligations des cirques fixes. Et par ailleurs, en plus, du coup, je contournais l'obstruction de la Fédération nationale des eaux, qui là, pour le coup, était d'accord de dire que si les cirques fixes peuvent avoir des animaux sauvages, il faut qu'ils répondent aux mêmes conditions de détention et d'hébergement que les zoos. Et donc là, les zoos étaient plutôt d'accord avec cette disposition, ce qui m'a permis de la faire passer. Donc voilà, concrètement, il n'y a pas d'interdiction, mais en pratique, je pense que on va en avoir très très peu qui vont arriver à mettre en place les installations nécessaires. En gros, je pense que il y a 2 cirques fixes en France aujourd'hui, on a regardé, qui sont capables, et encore, il faut faire franchement encore quelques investissements financiers, qui sont capables de le faire.
Sinon, ça. Voilà. Donc, voilà. Mais un jour, je pense qu'on passera à une interdiction totale. Mais il fallait passer par cette interdiction partielle et par ces stratégies avant d'arriver à une acceptabilité pour tous de cette transition. On est encore en phase de transition. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Merci beaucoup, madame. Écoutez, nous arrivons à la fin de toute la série de questions préparées par les étudiants. Je pense que vous avez pu voir combien ils étaient intéressés, en tout cas, par tous ces travaux. Ils ont beaucoup travaillé, donc je suis également fière d'eux, comme ça, je leur manifeste. Voilà, et puis nous vous remercions encore vraiment très sincèrement. Moi, je suis toujours ravie, voilà, des échanges que l'on a ensemble. Et puis, j'espère que voilà, nous allons continuer dans cette voie pour la clinique juridique. Merci, j'espère avoir répondu à vos questions. Oui, et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, madame. Et voilà. Et je vous souhaite de fortes réflexions pour l'avenir. Oui, vous avez vu, ça prend forme en tout cas. Bon, écoutez, un grand merci à vous et puis à très bientôt. Merci, madame. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.